OK, poursuivons. La théorie de l'assurance, partie 2, vidéo 4. Prime et indemnité. Donc, nous avons ici on part du point. Nous partons du point A. OK, c'est le point de départ avec les courbes d'indifférence IH0, IF0 et l'ensemble des possibilités accessibles avec des contrats à prime concurrentielle représentés par les droites de zéro profit. Donc ici, la condition, le point B, ça se trouve être un niveau de consommation accessible à un individu qui s'achète de l'assurance qui coûte beaucoup trop cher. C'est de l'assurance qui coûte bêta à acheter et qui verse une indemnité ici, en fait, donc ici, le point B, c'est un contrat d'assurance qui charge bêta et qui ne paie rien en cas d'accident. Donc, delta est égal à 0. Donc, c'est un contrat ici qui est nécessairement inférieur à la situation de départ. OK, la question ne se pose pas. Donc, vous êtes présentement le 1er janvier de l'année. Vous vous visualisez au 31 décembre. Il y a possibilité que vous soyez moins riche à cause d'un accident. Et là, on vous offre de payer de l'assurance qui ne vous donne rien en cas d'accident. Ben, vous allez refuser. Vous préférez la situation de départ. Okay? Donc, personne n'en veut, peu importe le niveau de risque. Maintenant, on a un autre contrat ici qui laisse les individus H indifférents relativement à la situation de départ. Donc là, vous êtes au début de l'année, il y a deux possibilités, être moins riche à cause d'un accident ou être aussi riche parce que on n'a pas subi d'accident. Et là, il y a un contrat sur le marché qui indemnise très peu en cas d'accident, mais qui charge quand même une prime modérée, de telle sorte que, tout dépendant du niveau de risque, l'individu H, lui, ça lui donne le même niveau d'utilité espérée que d'être sans assurance, alors que l'individu F, lui, clairement, préfère rester sans assurance que de se procurer un tel contrat. Donc, le point B ici se trouve en dessous de la courbe IF0. Donc, l'individu F, lui, n'ira pas se procurer un tel contrat. Par contre, n'importe quel point sur la droite zéro profit des H, lui, va toujours être préféré à l'absence d'assurance pour un individu H. Donc, sur la droite zéro profit des H, donc la différence entre la droite zéro profit des H et celle des F, bon, les H, la droite zéro profit des H ou n'importe quelle courbe faisant référence à un H est toujours plus horizontale qu'une courbe d'indifférence ou qu'une droite zéro profit qui s'adresse à un F qui, elle, ressemble toujours plus à une falaise. Donc ici, sur la droite zéro profit qui s'adresse au H, ben, un individu de type H, lui, préfère un tel contrat, préfère un tel niveau, une telle combinaison de consommation, que de rester sans assurance, que de rester sur le point A. Et si on continue à se déplacer, donc ici, le point bleu sur le graphique, c'est un point pour lequel l'individu à faible risque, lui, expérimente le même niveau d'utilité espérée que sans assurance. Donc, si il était possible de se procurer un contrat d'assurance sur le marché, donnant accès à ces deux niveaux possibles de consommation avec ou sans accident, ben, l'individu F, lui, est indifférent entre cette situation-là et le point de départ, alors que l'individu H, lui, serait beaucoup mieux avec un tel contrat comparativement à la situation de départ. Et si on continue à se déplacer, lorsqu'on est sur la droite zéro profit des H, des F, ben c'est un point accessible à l'aide d'un contrat pour lequel l'assureur s'en tire kiff-kiff, mais qui procure ici un niveau d'utilité plus élevé
pour n'importe quel type de risque, que ce soit F et H. Donc, le résultat optimal en cas d'information complète, si l'assureur est capable de dire lorsqu'un individu se présente chez lui, si la personne est de type F ou de type H, l'assureur vendrait un contrat à couverture entière à chacun d'eux, mais la prime pour le contrat de type H serait beaucoup plus élevée que la prime demandée à un individu de type F. Donc le point B sur le graphique ici, c'est le point atteignable avec un contrat à couverture entière dont la prime est concurrentielle compte tenu de la probabilité d'accident des individus H. Le point D ici, c'est le niveau de consommation atteignable à l'aide d'un contrat d'assurance à couverture entière et prime d'assurance concurrentielle déterminée à l'aide de la probabilité F. Donc ici, nécessairement, le point D, la meilleure façon de savoir pourquoi D serait plus élevé que B lorsque calculé avec F plutôt que H, bien pour me rendre au point D, je paye une prime d'assurance égale à PF fois K. PF fois K, pourquoi? Parce que l'indemnité versée avec le contrat à couverture entière est égale au dommage en cas d'accident K. Ici, pour me rendre au point B, il faut payer une prime d'assurance égale à PH fois K. Et comme PH est plus élevé que PF, bien ici, on dépense beaucoup plus d'argent en achetant le contrat menant à B qu'en achetant le contrat menant à D. Donc, en l'absence d'accident, il nous reste moins d'argent dans les poches si on achète le contrat des H que lorsque on achète le contrat d'assurance destiné à un type F. OK, donc, voici notre point de départ sans assurance. Voici le résultat optimal des individus de type H. Donc, compte tenu de la droite zéro profit s'adressant au H, la courbe IH étoile est la courbe d'indifférence la plus élevée que l'on puisse atteindre à l'aide de contrats d'assurance ne procurant aucun profit à un assureur. Et le point D ici, c'est le résultat optimal pour les individus de type F. Donc, D, c'est le point touchant la courbe d'indifférence la plus élevée atteignable pour les individus de type F à l'aide de contrats d'assurance avec lesquels les assureurs ne font aucun profit lorsque ceux-ci sont achetés par des individus de type F. Donc, supposons maintenant que ce soit impossible de déterminer le type d'un individu lorsque celui-ci se présente chez un assureur. Donc, lorsque quelqu'un téléphone à sa compagnie d'assurance pour s'acheter un contrat d'assurance, ben, l'assureur au bout du téléphone est incapable de dire si le demandeur d'assurance est à haut risque ou à faible risque. Donc ça nous met dans la situation à information incomplète. Donc, dans un scénario où c'est impossible pour l'assureur de différencier les gens à haut risque des gens à faible risque, est-ce possible de mettre en marché les deux contrats optimaux des individus H et F? Donc, est-ce possible de mettre en marché deux contrats à couverture entière, un coûtant PF fois K et l'autre coûtant PH fois K? Non. Parce que si les deux contrats sont accessibles, mais pourquoi payer PHK lorsqu'on peut payer PFK? Donc, si le contrat à couverture optimale destiné aux individus F existe avec une prime PFK, mais pourquoi les individus H iraient payer PHK, qui est plus élevé que PFK, pour se procurer un contrat à couverture optimale? Donc, mon dommage en cas d'accident, 20 000. J'ai deux contrats ici qui me sont accessibles
Et les deux contrats me payent 20 000 si jamais j'ai un accident. L'un des deux coûte 2 $, l'autre coûte 50 $. Si moi je me présente chez l'assureur et que je suis honnête, je vais dire, bon, monsieur l'assureur, je suis un individu à haut risque, je vais payer 50 $ pour mon contrat d'assurance. Mais si l'assureur ne peut dire à quel niveau de risque j'appartiens lorsque je me présente chez lui, ben, je pourrais très bien me présenter chez l'assureur et dire, monsieur l'assureur, je suis un individu de type F, je paye 2 $ pour mon assurance et l'assureur n'aura pas d'autre choix que de me croire. Okay? Ou l'assureur ici n'a pas l'option de ne pas me vendre le produit. Donc, lorsque les produits sont mis en vente, quiconque veut les acheter peut les acheter. Okay? Il n'y a pas d'entrevue ou quoi que ce soit. Donc, si c'est impossible pour l'assureur d'empêcher les gens de type F, si c'est impossible pour l'assureur d'empêcher les gens de type H d'acheter le contrat destiné au type F, ben les types H vont tous acheter le contrat destiné au type F car celui-ci coûte moins cher que le leur. Et là, tous les individus, haut risque et faible risque, vont acheter le contrat F menant au point D. Ce qui veut dire que pour l'assureur, cette situation-là lui occasionne une perte. Donc l'assureur arrive kiff-kiff chaque fois qu'un individu F achète le contrat menant à D. Donc le profit pour l'assureur dans ce cas-là est 0. Mais lorsqu'un individu H achète le contrat menant à D, l'assureur, lui, perd de l'argent. Donc, tout dépendant, donc à chaque fois qu'un H achète, on perd de l'argent. Chaque fois qu'un F achète, on fait exactement 0. Donc, au total, pour tous les contrats vendus, l'assureur perd de l'argent. Donc, offrir les deux contrats optimaux ou les deux contrats donnant le plus haut niveau d'utilité à chacun des types de risques à prime concurrentielle n'est pas possible ici. N'est pas possible en situation d'information incomplète. Donc maintenant, en situation d'information incomplète, l'assureur ne peut offrir le contrat optimal s'adressant aux individus de type F. Bon. Est-il possible d'offrir un contrat moyen s'adressant à tout le monde? Donc, si l'assureur ne peut pas différencier, ne peut pas dire si un individu est de type H ou F lorsque celui-ci se procure de l'assurance, l'assureur pourrait tout de même calculer un niveau de probabilité de perte moyen pour l'ensemble des consommateurs possibles d'assurance. Donc, si lambda représente la proportion d'individus de type F dans la population, bien, la probabilité moyenne d'accident, c'est lambda fois PF plus 1 moins lambda fois PH. OK, donc si j'ai 10% d'individus F dans la population et que la probabilité d'accident d'un individu F est de 1%, alors que la probabilité d'accident d'un individu H est de 5%, bien, mon P moyen ici, c'est 5% fois 1% plus, c'est 10% fois 1%, plus 90% fois 5%. Maintenant, si un seul contrat est offert avec un niveau d'indemnité delta, mais la prime, le profit espéré de l'assureur avec un tel contrat, ici, c'est la prime collectée au début de l'année, moins probabilité d'accident fois l'indemnité versée en cas d'accident. Et la droite de zéro profit qu'on serait capable de dessiner dans ce cas-ci, c'est la droite de zéro profit que l'on obtient lorsque la probabilité d'accident correspond à P bar, la probabilité moyenne d'accident de l'ensemble de la population. Donc, ça nous donne la droite zéro profit dessinée en bleu ici,
qui doit obligatoirement se situer entre les deux droites de zéro profit H et F. Donc, nécessairement, P bar est moins élevé que PH. Donc, la droite de zéro profit bar, la droite de zéro profit moyenne, doit être nécessairement plus abrupte que la droite de zéro profit H. De la même façon, P bar est obligatoirement plus élevé que PF. Donc, la droite de zéro profit F doit être nécessairement plus abrupte que la droite de zéro profit bar, la droite de zéro profit moyenne des individus dans la population. Donc, nécessairement, plus il y a d'individus à haut risque dans la population, plus la droite de zéro profit moyenne va être proche de la droite de zéro profit moyenne des H. Et plus il existe d'individus à faible risque dans la population, plus la droite de zéro profit moyenne va être proche de la droite de zéro profit des individus F. Est-il possible, dans une telle situation, d'offrir un contrat d'assurance unique s'adressant à tous les individus dans la population? C'est la question qu'on pose. Donc, premier résultat, on a découvert que c'est impossible d'offrir le contrat à couverture totale pour chacun des deux types de risques avec la prime concurrentielle qui soit en conséquence avec le niveau de risque. Donc ça, c'est impossible de le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut se faire un contrat moyen à couverture totale et l'offrir à tout le monde dans la population? Donc, si jamais j'avais un contrat unique offert à tout le monde et que celui-ci générerait un profit espéré de 0 pour un assureur, ben ce contrat-là ici se trouverait obligatoirement sur la ligne bleue. Donc, le contrat sur la ligne bleue qui semble procurer le niveau d'utilité moyen le plus élevé dans la population pourrait être le contrat pour lequel le niveau de consommation sans accident et avec accident est égal à K. Donc, pour lequel la combinaison WN-WA est égale à K. Donc, ça, c'est le niveau de consommation qui correspond au point de tangence de la droite bleue avec la courbe d'indifférence d'un individu F. Dans le cas d'un individu H, bien là, on n'a pas un point de tangence. Sauf qu'il y a un seul contrat d'affaires pour l'ensemble de la population, donc les H sont obligés d'acheter K s'ils veulent s'assurer. Dans le cas des H, K, c'est mieux que A, parce que ça touche une courbe d'indifférence plus élevée. Et dans le cas des F, K est mieux que A, parce que pour les F aussi, K touche à une courbe d'indifférence qui soit plus élevée. Donc maintenant, on va se poser la question, est-ce que cela est un équilibre? Donc, pour que ce soit un équilibre, il faut que ce soit impossible pour un des joueurs de ce jeu de changer de stratégie et que ça lui soit profitable. Donc, ici, qui sont les joueurs? Les individus à faible risque, les individus à haut risque et les assureurs. Donc, si K est offert tel quel, les individus à haut risque choisissent K, les individus à faible risque choisissent K, et si aucun autre contrat n'est offert, ben, ni les individus à haut risque, ni les individus à faible risque ont intérêt à faire autre chose que de choisir K. Maintenant, les assureurs, eux, peuvent changer de stratégie. Donc, un assureur pourrait offrir un contrat autre que K. Okay? Pourquoi est-ce qu'on admet cette possibilité? Parce qu'on a dit au départ que le marché de l'assurance est concurrentiel. Donc, il y a une infinité d'assureurs ou une très grande quantité d'assureurs ici qui sont toujours prêts à mettre en marché n'importe quel contrat tant et aussi longtemps que celui-ci leur procure un profit espéré positif. Donc là, la question qu'on pose, c'est cette situation peut-elle constituer un équilibre de Nash? Okay, donc, quand on parle d'un équilibre, ici, c'est un équilibre où personne n'a envie de changer de stratégie. Donc, un équilibre où personne n'a envie de changer de stratégie. On peut raccourcir cette terminologie-là en appelant ça un équilibre de Nash.
Non, ça ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que là, un assureur pourrait offrir un contrat d'assurance menant au point L. Donc là, il y a un assureur qui aurait intérêt à changer de stratégie. Au lieu d'offrir K, l'assureur pourrait offrir L. Qu'est-ce qui arrive si K et L sont offerts simultanément sur le marché? OK, donc là, ce n'est pas tous les assureurs qui offrent L et K cesse d'exister. Donc là, j'ai des individus à faible risque, des individus à haut risque. J'ai plein d'assureurs qui offrent le contrat K, mais sachant que tous les autres assureurs offrent K, un des assureurs sur le marché décide, lui, d'offrir L. Donc, c'est ça. L'équilibre de Nash, c'est sachant que tous les autres joueurs du jeu continuent à utiliser la même stratégie, est-ce que moi, j'ai intérêt à modifier ma stratégie et choisir une autre stratégie et de façon à ce que ça augmente mon espérance de gain. Donc là, si tous les assureurs offrent K et qu'un assureur décide d'offrir L, qu'est-ce qui se passe? Ben, L est mieux que K pour les individus F. Mais K est mieux que L pour les individus H. Donc, les individus F préfèrent L à K, mais les individus H préfèrent K à L. Donc, il n'y a aucun individu H qui va cesser d'acheter K pour aller acheter du L, sauf que tous les individus F vont cesser d'acheter du K pour aller acheter du L. En plus, L est en dessous de la droite zéro profit des F, ce qui veut dire que chaque fois qu'un F achète du L, l'assureur vendant L fait de l'argent. Donc, non seulement en offrant L, tous les F veulent acheter L, mais en plus, l'assureur qui offre L au lieu de K réussit à faire un profit positif en vendant L. Donc, clairement, un assureur a intérêt à offrir L plutôt que K. Ce qui veut dire que K ne constitue pas un équilibre de Nash. K ne constitue pas un équilibre de Nash car au moins un des joueurs dans le jeu a intérêt à modifier sa stratégie car cela lui donne un paiement espéré plus élevé. Tous les H continuent à consommer K, mais le K est au-dessus de la droite zéro profit des H. Ce qui veut dire que s'il n'y a que des H qui consomment K, H devient déficitaire pour les assureurs qui l'offrent. Puisque maintenant tous les F achètent L, ben les assureurs qui offrent L réalisent un profit positif. Et là, avec le temps, lentement mais sûrement, le contrat offert au L, aux individus F, devra éventuellement terminer sa trajectoire sur la droite zéro profit des F. Parce que là, ici, on a comme un espace à l'intérieur de ce genre de triangle courbé ici, où est-ce qu'on a un paquet de zones où des contrats pourraient être offerts, améliorant le sort des F relativement à L et générant un profit positif pour l'assureur. Mais on n'a pas besoin de se rendre là pour le moment. Tout ce qu'il faut comprendre aux manipulations qu'on vient d'effectuer, c'est qu'un seul contrat identique offert à tous ne constitue pas un équilibre de Nash. Pourquoi? Parce qu'un des joueurs, parmi l'ensemble de tous les joueurs, soit une des compagnies d'assurance, a alors la possibilité d'offrir un contrat d'assurance qui lui soit profitable et qui attire l'ensemble des individus de type F sans attirer aucun des individus de type H. Donc, impossible d'avoir un équilibre où tout le monde consomme le même contrat d'assurance.